Salut les Catcheux et les Catchix, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi, Lunatic Enigma, pour un nouveau podcast accompagné de Pépé Foot. Comment ça va Pépé? Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour Lunatique. On se retrouve aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit, pour un nouveau podcast. Et là, on vous prépare du lourd. Ah oui, effectivement, parce que là c'est un podcast assez particulier, assez original aussi, et qui sera casse-tête pour moi, parce que bon, il y a Pépé Foot qui va essayer de me mettre dans la sauce, hein, on peut dire. Parce qu'il m'a préparé des questions assez corsées auxquelles je vais répondre, essayer de répondre le mieux possible. Du coup, Pépé Foot, comment a été la préparation pour ces fameuses questions? Bah, la préparation, ça va, ça a été, j'avoue que je l'ai fait avec mon assistant. Hein, je l'ai fait avec mon assistant qui m'a aidé à monter les questions. Est-ce que je peux spoiler c'est qui ou pas? Ah, vas-y, hein, vas-y. Alors, j'ai fait avec mon assistant le bon vieux chat GPT. Bon, c'est pas lui qui m'a soufflé toutes les questions. Moi, je lui ai dit ce que je voulais. On a reformulé ensemble, on a vu et tout. Et voilà, j'ai essayé d'équilibrer un peu les questions, le type de questions en tout cas. Il y en a 10. Donc, on verra. Bon, il y a certaines questions qui seront plutôt simples à répondre, hein, et d'autres où j'ai hâte quand même de voir ta réponse. Voilà. Ah oui, je suis en sueur actuellement là. Qu'est-ce qui m'a préparé comme mauvais coup celui-là? Ben, on va le savoir tout de suite, hein. Je te laisse ouvrir le feu sans plus attendre. On commence par une question. Alors là, attention à ce que tu dis. Ça commence mal. En termes de booking, tu préfères Triple H ou Vince McMahon? Ah, ça va, c'est assez soft, on va dire. Bah non, tu dois expliquer pourquoi aussi. Alors, bon, de toute manière, vous avez dû voir dans plusieurs vidéos que souvent j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de grande différence entre le booking de Vince et le booking de Triple H. Maintenant, je vais un peu essayer de, comment dire ça? Bon, je vais poser une réponse en deux cases plutôt. La première case, c'est global. Et la seconde, ben, c'est de mémoire récente, je vais dire. Globalement, Vince McMahon a l'avantage pour la simple et bonne raison que, bon, c'est quelqu'un qui a quand même, qui boucle le cash depuis plus de 40 ans. Le H, c'est depuis à peu près 3 ans quand même. Donc, il n'y a pas vraiment de grand comparatif dans le sens où il y a le H doit sourire un truc où tout a été fait en fait. Donc là, pour le coup, au niveau créatif, Vince a l'avantage là-dessus. Maintenant, de mémoire récente, c'est là où Ouais. la question qui fâche. Donc, je vais prendre en compte les dernières années de Vince, clairement. Et histoire d'être juste, ben, je vais compter les 3 dernières années de Vince, donc les débuts des années 2020, hein. Donc, je vais dire. Ah, Aïe, là, non, mais ça va franchement, piquer. qui a le, voilà, qui boucle le mieux les catcheurs, qui a les storylines les plus intéressantes, qui a plus de cohérence dans ce qu'il fait. C'est ça qu'on veut savoir. Mhm. Ah, désolé, hein, les gens, mais je vais dire Vince, hein. Parce que, Ah, bon, parce que, ah, parce ah, que tu vas pas te faire que des amis là, hein. les, parce que les dernières années, quand même, faut dire que c'était bien. C'était bien quand même. C'est 2000, bon, il y a eu la période sombre 2018, 2019. 2020, je garde quand même des réserves parce que au moins, il y a eu une adaptation à l'ère du Thunderdome et il y a, comment dire, et il y a eu des tentatives. Au moins, Vince, dans son booking, là, a essayé de faire des trucs. Mais bon, il y a des trucs qui ont marché, il y a des trucs qui ont moins bien marché. Mais que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens, tu as quand même des trucs à dire, tu vois. Alors que l'ère de Triple H, bon, en vrai, c'est pas si mal, mais
tu as l'impression que tu fais vite le tour, en fait. Genre, les histoires de long-term storytelling qui deviennent des histoires à rallonge. Il y a des trucs dont tu ne connaîtras pas la conclusion, des trucs qui traînent trop en longueur. Les meilleurs exemples, c'est l'histoire de la Blue Line et du Judgment Day. Franchement, Mm. moi, j'en peux plus de ça. Et là, tu te rends compte, en fait, que Triple H n'est pas le génie créatif qu'on a voulu nous faire croire à NXT Black and Gold, quoi. Que là, dans le main roster, c'est une autre réalité et que qu'il y a beaucoup de surplace et beaucoup de périodes creuses, mais après, on va dire que ouais, mais c'était KO machin, ouais, c'était le truc, ouais, non, Vince est revenu au booking. Non, c'est lui qui bookait depuis 2022, c'est lui qui a le dernier mot dans ce qu'il y a à faire, donc c'est lui le responsable en fait. C'est lui qui est présenté comme le visage de TKO. Je pense pas que c'est pour lui, il a quand même une certaine influence. Donc, le H dans son booking, c'est assez plat globalement et ça a été plus flagrant depuis justement l'année dernière. Et je vais m'arrêter là du coup. En conclusion, entre Vince et Triple H, je mettrais plus un point sur le booking de Vince McMahon. Ok, C'est, il y mais a là, autant de, il y a autant de qualités que de défauts, mais au moins tu as des trucs à dire. Alors que Triple H, il y a des moments où tu as l'impression de voir la même chose à chaque fois. c'est une réponse qui fera pas forcément l'unanimité hein, en vrai. Ah oui, j'en ai Euh, conscience, hein. mais c'est bien d'être, voilà, tu es honnête et puis on voit ton avis. Question suivante, c'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu un lien aussi. Mais je voulais te parler d'un phénomène. Un phénomène qui prend parfois de l'importance. Le Ok. public d'aujourd'hui. Le public d'aujourd'hui, en fait, ils influencent tellement le show. Tu peux remarquer que souvent, voilà, quand on fait un caca boudin, on fait un caca boudin. Les chants, les réactions, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu trouves que c'est bien pour le produit dans le sens où ça rend le produit plus authentique ou alors c'est mauvais pour le produit parce que ça empêche les bookers de raconter leurs histoires jusqu'au bout? Je réfléchis. Vous n'aurez pas pour le Ah, blanc. c'est pas une question évidente. Alors, j'aimerais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, bon, ça peut apporter une certaine authenticité et aussi montrer que, voilà, ce que tu veux, montre quand même qu'ils sont à l'écoute des besoins des fans et au moins ça leur permet aussi d'avoir un repère sur les catcheurs populaires qui peuvent être mis en avant. En tout cas, on peut essayer, avec qui on peut essayer de faire quelque chose. Maintenant, non, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas tomber dans un piège où les fans s'approprient maintenant les shows et s'approprient les bookings et que de toute manière, l'histoire a montré que c'est pas toujours bien d'écouter les fans. Je dirais même qu'il faut pas trop les écouter, enfin pas trop, parce que bon, ça coupe aussi le côté artistique concernant les bookers et aussi ça les limite dans les histoires qu'ils peuvent raconter, je trouve. Donc, on a eu plusieurs exemples. Bon, l'exemple le plus flagrant, c'est les histoires d'underdog, tu vois. À un moment, le public décide que tel est leur favori, il faut qu'ils soient au sommet, donc on pousse. L'exemple que j'ai en tête, c'est le Yes Movement, qui était un truc clairement forcé, hein, qu'on se dise la vérité par les fans. Et du coup, ben, le mec, il est au sommet, il est sur le piédestal. Ok, d'accord, mais après, tu fais quoi? Après, Daniel Bryan s'est blessé, donc on ne saura jamais. Mais globalement, les autres exemples, les fans ont enfin ce qu'ils veulent. Et à la fin, ben, le mois suivant, ils s'en foutent, quoi. Donc, à quoi ça a servi? Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire que c'est pas une bonne idée de toujours écouter les fans, mais le fait d'écouter les fans, c'est pas non plus mauvais pour le produit dans l'absolu. Au moins, ça Ok. permet de savoir, au moins, ça sert de jauge pour la popularité d'un catcheur. Et par les fans, je parle surtout des fans qui sont sur place, qui payent leur place et qui Mhm. réagissent.
parce que nous sommes des geeks qui traînons sur les réseaux sociaux. Nous sommes une minorité en soi. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas trop la majorité dans ce qui concerne, par exemple, la popularité d'un catcheur. Ok. Question suivante. Alors, celle-là, elle est pour toi, c'est une question vraiment perso. Mhm. Et j'ai envie de savoir quand même ce que tu vas répondre. Ok. MJF Oh. ou CM Punk? Ah oui, la question. Ah oui, tu voulais me La mettre question dos au qui mur tue. là. MJF ou CM Punk? Qui préfères-tu? Qui tu aimerais avoir dans ton roster? Qui tu dégagerais immédiatement? Bon, je vais te demander de reformuler dans le sens en tant que booker ou en tant que fan. En tant que booker, Ok. Ben, en tant que booker, je garde CM Punk. Parce que, bon, je le déteste, hein, mais il est à constater que le mec, quand même, il a une certaine influence sur le catch, même si ça me l'est tort de l'admettre, que le mec, c'est quand même un nom référence du catch, que si tu l'as dans ton programme, le mec, ben, ça sera regardé et ça va quand même susciter de l'intérêt. Même ouais. moi, qui n'aime pas CM j'ai de l'intérêt pour la plupart de ses programmes. Par exemple, son programme contre Drew McIntyre, contre Seth Rollins dans une moindre mesure, même si les matchs, voilà quoi. Mais Hmm. non, je garderai CM Punk et je dégagerai MJF. Et en tant que fan, qu'est-ce que tu préfères? Ben, en tant que Lequel fan tu préfères? MJF, parce que bon, choisir entre la diarrhée et la constipation, autant que CM Punk disparaisse du catch. Voilà. Ok, ok. C'était une question qui m'intéressait, celle-là. Hmm. En C'est pas parlant très justement... compliqué comme question, ouais. Ah bon? J'aurais dit que tu allais un peu plus hésiter parce que vraiment, je sais que les deux, tu les aimes pas. Non, mais CM Punk, c'est le Ops numéro un, c'est l'ennemi public. Personne n'est devant lui pour le moment, là. MJF, ouais, il est chiant, mais vas-y, quoi. Je peux passer outre. Question sur la AEW. Bon, ça, c'est seulement ton avis. Est-ce que tu trouves que la AEW s'appuie trop sur les ex-WWE ou alors c'est totalement légitime? Non, aujourd'hui, non. Je trouve pas qu'il s'appuie trop sur les SW. J'aurais pu te dire ça vraiment au début, enfin, au début de la décadence. Même pas au début de la décadence, hein, même les années précédentes, pendant le confinement, où ils prenaient beaucoup d'ex-WWE. Pour la plupart ne pas faire grand-chose. Mais en vrai, aujourd'hui, ça va. Ils ont un roster plus complet. Genre, il y a de tout. Et là, tu ne vois pas AEW comme poubelle de WWE. Même les recrutements aujourd'hui, je pense pas qu'ils aient pris des ex-WWE, hein, à moins que je me trompe. Mais Non, en ce moment, ça fait un petit moment quand même, hein. Ouais. ouais, ça fait un moment qu'ils n'en ont plus pris. Les dernières recrues, c'est le Hurt Business, mais ça s'arrête là, quoi. Donc, ouais, hein, AEW revient sur les fondamentaux et c'est très bien comme ça. Ok, question suivante. Quel est ton mont Rushmore du catch? Ton mont Rushmore à toi, Mon c'est, rêchement à moi. ça serait quel catcheur? Je crois que c'est 4 ou 5. C'est 4 ou Ouais, 5. c'est 4 c'est 4. C'est 4. Les 4 plus grands catcheurs de tous les temps, selon toi. Pour être honnête avec toi, j'ai jamais réfléchi à la question. Pour mon rushmore personnel, vraiment basé sur mes billets, à l'instant T, je ne saurais te répondre. Mais si on veut être objectif, en tout cas, j'ai mon rushmore objectif, je mettrais Hulk Hogan, Steve Austin, John Cena et Roman Reigns. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont marqué leur époque. Chaque époque, c'était eux les numéros un et c'était eux les références. Donc, du coup, voilà mon rushmore. Hogan, O- Austin, Cena, Reigns.
Et justement, je t'ai emmené là-dessus exprès pour t'emmener sur la prochaine question parce que Oh, punaise. j'étais sûr que tu Je suis allais, tombé dans le piège. voilà, tu es tombé dans le panneau. J'étais sûr que tu allais mettre Austin et John Cena. J'étais sûr que tu allais les mettre les deux, forcément. Mais je voulais pas poser la question avec Hogan parce que pour moi, c'est trop évident que sans Hogan, personne serait là. Bah oui. Ok. Mais entre Steve Austin, Stone Cold Steve Austin et John Cena, qui est la plus grande légende du catch? Mhm. Mhm. Selon toi. Mhm. Et argument à l'appui, bien sûr. Le garçon réfléchit beaucoup quand même. Ah oui, là, je réfléchis parce que, il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte. Ouais, elle n'est pas facile cette question. Honnêtement, j'y réfléchis depuis hier et j'ai pas réussi à vraiment répondre Oh, purée. sans biaiser ma réponse avec mon avis personnel, mon attache. Oh, purée de patates douces, c'est dur, hein, parce que c'est vrai que à l'instant, j'aurais pu te dire Austin parce que bon, c'était quand même il était là pendant le prime du catch, c'est lui qui a apporté vraiment l'attitude era. Il a relancé la WWE, il a été comment dire, il a été marquant pour le vraiment pour très peu de temps en fait, dans un intervalle de temps très court parce que Austin c'est 5 ans en vrai. Mm, Tandis que Sina, on peut aussi prendre en compte la longévité aussi, mm, la longévité de ce qu'il a apporté. Parce que bon, il a quand même eu sur ses épaules deux époques différentes et que le mec, il a quand même quelque part dépassé le cadre du catch. en Donc, plus. donc, j'aurais tendance à dire Sina pour ces raisons-là, parce que la plus grande superstar du catch, Sina, parce que bon, la longévité, le mec, il a été pertinent pendant la majorité de sa carrière quand même, pour ne pas dire toute sa carrière. Mhm, Il a quand même été grand dans deux ères de catch différentes. Et même encore aujourd'hui, quand même, Sina, ça reste le main event, ça reste quand même les noms les plus importants. Et surtout que le mec, il a dépassé ce cadre du catch justement. Donc, j'aurais tendance à dire John Cena parce que Stone Cold, quand tu sors de la bulle wrestling, il y a peu de gens qui savent qui c'est en fait. ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'aides un Ah, petit peu à répondre. quand tu sors des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas grand monde qui connaît Austin, hein, Non, j'ai c'est vrai. l'impression. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai Donc, que John Cena, maintenant, c'est une superstar. Donc, forcément, ouais. Ouais. ah oui, clairement. Donc, je dirais Sina, je mettrais Sina devant Austin, pour trancher. Ok. Question suivante. Ça, c'est vraiment. Bon, ça revient un petit peu à ce que tu as dit tout à l'heure, mais j'ai un petit peu déjà eu ton. Non, du coup, je vais reformuler la question. Tu préfères une storyline courte, extrêmement bien écrite, ou une longue storyline extrêmement bien écrite? Hmm. En plus, c'est un truc, c'est une réflexion que je me fais depuis pas longtemps en plus. Hmm, Genre, bon, est-ce que les storylines courtes valent autant qu'une storyline longue? Parce que j'ai tendance à penser aujourd'hui que les histoires courtes, les storylines à court terme, ça peut contribuer au long terme aussi, par rapport à l'évolution d'un personnage, par rapport à l'évolution d'une histoire qui peut se répéter. Donc, mhm. d'instinct, je te dirais que je préfère les longues storylines bien écrites parce Ouais. que bon, si tout est bien exécuté de A à Z, ben, tu peux vraiment suivre cette aventure comme une série, quoi.
Donc, chaque moment, tu as toujours l'excitation de voir quelle sera la suite, etc. Et aussi, tu peux te faire des idées dans ta tête sur comment ça peut finir. Donc, j'aurais tendance à dire ça, mais il peut aussi y avoir des zones d'ombre. En fait, ça dépend, ça dépend. Mais je dirais une storyline longue, bien écrite, dans le sens où ça ne devient pas une storyline à rallonge, tu vois, où ils savent vraiment s'arrêter. Ouais, ok. Mais Donc les plutôt, storylines courtes aussi, tu peux aussi très bien apprécier. oui, ok. Donc plutôt, donc t'es plutôt longue storyline très bien écrite. Ouais. Ok. Bon, prochaine question, c'est voilà, j'ai vu en ce moment que le public était un petit peu divisé sur un sujet tout bête. Euh, récemment, John Cena a battu le record de titres Oui. mondiaux remportés. Il est devenu le GOAT incontesté devant la fraude Ric Flair avec 17 titres mondiaux à son actif. Oui. J'ai vu beaucoup de fans dire oui, mais c'est des titres, il y en a certains, ils n'ont aucune valeur parce qu'il les a gardés 2 semaines et après, il a perdu. Oui, mais plusieurs fois, ils se sont rendus avec des Randy Orton, des Edge. Donc voilà, que le règne de Roman Reigns, où il est resté 3 ou 4 ans champion du monde, c'était beaucoup plus impactant, beaucoup plus impressionnant. Donc, ça m'emmène à cette question. Selon toi, c'est quoi qui a le plus de valeur, le plus de prestige, le plus important? Le nombre de titres mondiaux remportés ou la longueur et la qualité des règnes? Je vais Qu'est-ce qui, répondre. qu'est-ce qui établit vraiment un catcheur en tant que l'un des meilleurs dans le palmarès? J'ai envie de répondre par une question. Depuis quand il y a eu cet avis autoritaire comme quoi la longueur, un titre est bon quand il est long et que les règnes courts, c'est nul, ce machin, avoir plusieurs titres, ça veut rien dire. Depuis quand il y a eu ce débat en fait? Parce que c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que les deux se valent à partir du moment où l'histoire est bien racontée autour de ça, et, autour de la personne qui porte le titre, que réussit à bien porter la ceinture et qu'on ait bien l'image d'un champion. Pour moi, les deux, ça se vaut en fait. Déjà, si tu as un règne long et qui est efficace, ben j'achète. Et si tu as des règnes courts à partir du moment où ça raconte quelque chose de concret, ça raconte des trucs intéressants, j'achète aussi. Je ne vois pas pourquoi on doit choisir entre l'un et l'autre, en fait. Les deux se valent parfaitement. Et en plus, le fait qu'un mec gagne plusieurs fois la ceinture ou bien qu'il perde plusieurs fois, non seulement ça lui montre une certaine légitimité pour dire que voilà, j'ai perdu une fois, mais je reviens, que le mec, il revient constamment au sommet, quoi, que même s'il perd un instant, ben, il est prêt à le récupérer. Et à côté, ça permet aussi de légitimer d'autres personnes qui gagnent la ceinture, quoi. Au moins, ça tourne, il y a plus de diversité. Alors que les règnes longs, tu as qui en fait? Je prends l'exemple du règne mondial, ben, tu as juste un mec au piédestal et les autres, ben, ils sont dans la masse. Tu ne crées pas de main eventer comme ça. Ou encore, si tu es champion mid-card, tu enterres ta mid-card, comme Gunther et ses 666 jours de règne, là. À un moment, Bah, ça devient chiant. on peut aussi dire que ça donne des matchs incroyables, que beaucoup de personnes, ça donne de l'intérêt à la ceinture, vu que on cherche qui va battre le champion, qui va faire tomber le champion. On peut aussi donner ça comme argument. Oui, c'est un argument tout à fait recevable, hein. Mais pour la plupart, ces mêmes challengers, tu fais quoi après? Et à un moment, on va arriver à un stade où ça devient chiant, en fait. Si à chaque fois, ça doit raconter la même chose dans ton règne. Mhm. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas faux. Voilà, toutes les réponses sont intéressantes.
Non, mais c'est pour ça que je dis que les deux se valent. Je vois pas en quoi l'un est plus important que l'autre, tant que tu racontes bien les règnes en question, qu'ils soient longs ou courts. Oui, mais si toi, t'étais un catcheur, on disait, tu peux avoir un règne solide, vraiment un règne très solide, très bien raconté, qui va durer 3 ans, ou alors tu peux gagner, je sais pas, 15 fois la ceinture, mais on se rappelle jamais des titres. Mais on se rappelle que tu les as gagnés 15 fois. Qu'est-ce que tu choisirais? Un. Ah, et toi, tu veux vraiment me mettre dos au mur, toi. Ah, là, non, je veux que tu fasses un choix parce que le. Oui, mais les deux se valent. Non, ça me va pas. Je veux un choix affirmé. Tu as le choix entre deux. Un règne hyper marquant dont tout le monde se souvient. Ah, mais Lunatic, vous vous souvenez, Lunatic, quand il était champion, là? Le règne de 3 ans, quand il a affronté lui. Ou alors, tu gagnes 15 fois la ceinture, tout le monde se rappelle que tu les as gagnés 15 fois, que tu as le record, ou tu as l'une des personnes qui a gagné le plus de fois, mais personne ne se souvient quand, quel jour, contre quel catcheur. Ah oui, là, c'est... Ah oui, là, tu descends bien le fait de gagner plusieurs fois la ceinture, hein. Mais bon, allez, je vais me mouiller, je préfère gagner plusieurs fois la ceinture. Parce que, au moins, au moins, c'est vrai que j'aurai cette stat-là, et j'aurai aussi l'image de quelqu'un qui était constamment au sommet, quoi. Mhm. Quelqu'un qui est constamment au sommet, qui a su rebondir malgré la perte des ceintures, plutôt que gagner le titre une fois, mais après, c'est fini, quoi. Qu'on ne me retire, qu'on se souvienne de moi juste pour un seul règne, après, en termes d'accomplissement, il n'y a rien d'autre. Je Alors que suis, par rapport à la réputation, je dirais gagner plusieurs fois la ceinture. je suis totalement d'accord avec toi. Je choisirais exactement la même chose pour la raison que tu viens de donner, c'est-à-dire si tu gagnes plusieurs fois la ceinture, bah tu restes t'es souvent au sommet. On se souvient de toi comme quelqu'un qui était tout le temps en train de se battre pour la ceinture, un main eventer, quoi. Donc, ouais, pour moi, ça a plus de prestige. Pour moi, ça a plus de prestige que faire un long règne. Après, je peux comprendre que d'autres personnes choisissent autre chose. Mais moi, je préférais ça aussi. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Il nous en reste Oula. deux questions. Euh, et là, j'ai besoin de ton avis. Là, on va plutôt parler style de catch. Est-ce que pour toi, un catcheur marquant et impactant, c'est un catcheur qui va nous éblouir par son talent in-ring, par les matchs de fou qu'il va avoir, par les confrontations de malades type Shawn Michaels contre Undertaker, type, on va prendre Shawn Michaels contre Kurt Angle. En fait, je vais beaucoup citer de Shawn Michaels parce que pour moi, c'est vraiment le Ah, et catcheur. c'est la référence. Ou alors, pour toi, le plus impactant, c'est le personnage. C'est l'attitude, le charisme et les histoires qui sont racontées autour. Qui laisse une plus grande legacy derrière lui entre un catcheur comme Shawn Michaels et un catcheur qui sera vraiment dans le ring très limité, mais qui va raconter des histoires. Ben, j'aurais tendance à dire la deuxième option, parce que le fait déjà d'avoir un personnage, une identité, ben, ça, c'est un plus, ça permet aux gens de t'identifier et de se souvenir de toi. Et surtout, le fait d'avoir un charisme, une présence, de savoir raconter une histoire, ça aide aussi dans les matchs, de permettre d'être plus investi dans ce que tu fais, même si tu es limité. Il y a un exemple que j'aime bien, j'aime bien balancer souvent là. Par exemple, Goldberg. Tu vois, Goldberg, bon, les Ouais, gens disent que, ouais, machin, il est nul sur le ring, il sait faire inspirer Jack Hammer. Ben, c'est suffisamment efficace pour qu'on se souvienne de lui. Et qu'on se souvienne plus de lui que d'un Ricochet, par exemple. Qu'on se souvienne plus de lui que d'un Tyler Breeze.
qu'on se souvienne plus de lui que d'un Dolph Ziggler. Parce qu'il avait cette présence, il avait ce personnage, cette entrée, cette DA. Et ce que les gens attendaient, c'est qu'il démonte l'adversaire en moins de 5 minutes, quoi. C'était tout. Spear Jack Hammer entre à la maison, on est content. Et même dans un cadre où les gens font des matchs plus compétitifs, mais qui sont plus limités, bon, on va dire par exemple Hulk Hogan, autre meilleur exemple, le match entre The Rock et Hulk Hogan, c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire du catch. Mhm. Pourtant, c'était pas la folie technique non plus, quoi. Ah non, Vois c'était seulement- simple, hein. Tu vois comment le Canada se lève comme un seul homme pour chaque chose qu'ils font, et en plus, ils le font de manière efficace. Donc, même Shawn Michaels, c'est son personnage de Heartbreak Kid. S'il n'avait pas ce personnage d'Heartbreak Kid, de vétéran un peu prétentieux, qui, comment dire ça, le Mister WrestleMania, l'âme du catch, je pense pas qu'on serait autant investi dans ces matchs, hein. Hmm. Donc, je préfère dire ça. Donc, l'histoire d'être, de t'éblouir, faire des masterclass techniques, etc. Oui, c'est très bien à l'instant T, mais si c'est pour qu'on oublie le match 2 semaines après, ça sert à rien, quoi. Moi, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord là-dessus. Et c'est pas parce que tu es limité que tu es mauvais sur le ring. Effectivement, ouais, c'est pas faux. Dernière question. Allez. Alors, dernière question et après, j'aurai les mentions honorables, évidemment. Ah ouais. Ah oui, il veut m'abattre là. Il y aura les mentions honorables. Dernière question. Penses-tu que la AEW pourra un jour très sérieusement concurrencer la WWE? Non, Parce que quand je te dis très sérieusement, c'est vraiment concurrencer, vraiment, je dis pas forcément dépasser la WWE, ça c'est, je pense que ça n'arrivera pas d'aussitôt, ça risque même jamais d'arriver, mais être vraiment, voilà quoi, être le Adidas de Nike, tu vois. non. Pourquoi? Euh, Allez, par- parce que, vas-y. parce que WWE, parce que WWE est trop en avance, que WWE a 50 ans d'expérience, qu'ils ont une longévité, ils ont traversé beaucoup de trucs quand même, et que là, WWE, ce n'est même plus que la compagnie de catch numéro un. WWE, c'est maintenant devenu un élément de la pop culture, surtout depuis le rachat par TKO, UFC, ce que tu veux, et le partenariat avec Netflix. Ils sont trop devant, en fait. Donc, le jour, s'il y a un jour malheureux où AEW a ne serait-ce que l'idée de concurrencer WWE dans, par exemple, même pour faire un dynamite le jour de SmackDown, ben, ils se font éteindre, hein, clairement. Même dans 10 ans, ça sera pareil. Donc là, en fait, WWE est trop en avance dans le catch par rapport à la AEW pour dire qu'ils vont les concurrencer sérieusement. Ok, bon, on va passer aux À mentions moins honorables. que, à moins que Ah, AEW vise aussi une audience globale. Ils trouvent une stratégie pour viser une audience globale et pas que les fans hardcore de catch, quoi. Et même là, mhm. ça risque d'être compliqué. Et ils avaient essayé en 2023, on a vu ce que ça a donné de toute façon. Rien, c'est-à-dire. Ok, ok. Bon, on va passer aux mentions honorables. Quelques questions courtes, mais où tu vas devoir répondre rapidement. CM Punk a-t-il eu plus d'impact sur le business qu'un certain Stone Cold Steve Austin? Non. J'aurais tendance à dire non. Tu Parce pourrais, tu que pourrais dire, tu pourrais aussi dire oui et ça choquerait pas, hein. ouais, ouais, après, je peux comprendre ceux qui disent oui, mais je dirais non dans le sens où CM Punk, bon, il a eu un buzz passager, j'ai envie de dire, bon, buzz passager qui a duré, qu'on nous rabâche pendant des années. Et Stone Cold, ben, Stone Cold, c'est une référence du catch fin des années 90, début 2000. Stone Cold,
on se rappelle comme c'est un monument du catch, ce que CM Punk n'est pas. CM Punk, on se rappelle juste de lui pour sa pipe bomb et c'est tout, quoi. Ou alors de mémoire récente par rapport aux embrouilles qu'il a eu à la AEW, mais sinon, CM Punk, tu sors son nom, ben, je vois pas monument du catch, quoi. Ok, prochaine question. Le Rock est-il devenu une légende par le catch ou surtout par Hollywood? Non, c'est devenu une légende par rapport à Hollywood aujourd'hui, hein. Oui, il a fait des trucs pour le catch, oui, mais on s'en souvient moins que par rapport à son image d'acteur, quoi. Parce que Oui, mais là, pour nous, les fans de catch, pour nous, les catcheux, les catchix, est-ce que le Rock, c'est une légende plutôt parce qu'on l'a vu dans le catch ou plutôt parce qu'on l'a vu à Hollywood? bon, après, je peux pas parler pour tous les catcheurs et les catchix, hein, mais je pense plus par rapport à Hollywood quand même, parce que même quand il se présente dans les shows de catch, on voit plus en tant que Dwayne Johnson que The Rock, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, les 15 dernières années, le mec, il s'amène régulièrement, voilà, comment dire ça, il fait du recyclage par rapport à ses promos. Bon, il cache des fois, mais bon, il a commencé à fatiguer les gens parce qu'on le voit en tant que Dwayne Johnson, mais pas en tant que The Rock, le catcher. Mhm. Même le Final Boss, c'est un peu ça, quoi. Bon, c'est Hollywood Rock, mais on sait que c'est un peu tiré de ce qu'est Dwayne Johnson en vrai, dans ses films, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et dernière question, est-ce que tu trouves, selon toi, Kenny Omega, un gars comme Kenny Omega, est-ce qu'on peut vraiment comparer son in-ring avec un gars comme Kurt Angle ou Shawn Michaels? Alors, est-ce qu'on peut comparer le catch de Kenny Omega au catch de Kurt Angle et de Shawn Michaels? Hmm. Je dirais pas Kurt Angle parce que le style de catch est clairement éloigné. Parce que là, Kurt Angle, tu vois, c'est vraiment de la technique pure, de la lutte, vraiment un truc brut, quoi. Alors que je peux comprendre qu'on puisse comparer à Shawn Michaels, qui a aussi un style assez flashy. Omega aussi, c'est pareil. Donc, pour répondre simplement, je dirais qu'on peut comparer, je peux comprendre qu'il y ait des comparaisons entre Omega et Shawn Michaels, mais Kurt Angle, c'est pas possible dû au fait que leur style de catch respectif soit trop éloigné pour pouvoir en fait comparer. Voilà. Intéressante ta réponse parce que moi, quand je regarde Kenny Omega et que je regarde Shawn Michaels, j'ai vraiment l'impression de ne pas du tout voir le même style de catch. Ah ouais? Vraiment pas du tout. Vraiment pas. Et pourtant, toi, tu trouves des similarités entre les deux. Alors que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est deux mondes totalement différents. Après, c'est vrai qu'Omega, c'est plus vif, c'est plus de la surabondance athlétique. Et Shawn Michaels, bon, Shawn Michaels, c'est technique, c'est aussi athlétique aussi, mais c'est beaucoup basé sur bon, c'est beaucoup basé sur le storytelling. Après, je dis pas que Omega, c'est pas le cas aussi. Mais voilà, Shawn Michaels, c'est plus la manière de vendre, de raconter le truc. Euh, c'est, c'est flamboyant, mais c'est pas non plus à un niveau excessif, quoi. Donc, je peux comprendre ton point, mais je peux aussi comprendre que les gens puissent trouver des similitudes. Alors, dernière mention honorable, Ah oui, tu veux me tuer, toi. en lien, en lien avec ça, évidemment. Selon toi, qui est le plus grand catcheur in-ring de l'histoire du catch? Et j'ai bien précisé in-ring, Mhm. de l'histoire du catch. Si tu dois citer un nom.
C'est pas facile ça parce qu'il y a tellement de catcheurs, tellement de Ouais. filles, tellement de styles différents. Mais selon tes sensibilités, selon ce que toi tu aimes, qui est le plus grand catcheur in-ring que tu aies vu de tes yeux? Le catcheur devant ces matchs, tu peux jamais t'ennuyer. Il est toujours bon. Il est toujours intéressant. Il est toujours. Enfin bref, il coche les cases que toi tu aimes. Jeff Hardy. Non, je rigole, je rigole. C'est mon catcheur préféré all time, il faut pas abuser non plus. Euh, Par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon expérience de 16 ans de catch, hein, en tant que fan, bien sûr, de toute manière, on l'a déjà cité, je dirais Shawn Michaels. Parce que Shawn Michaels, ouais, c'est, en tout cas, in-ringment parlant, c'est quelque chose. Vraiment, en fait, il coche toutes les cases pour faire un excellent match. Que ça soit que ça soit dans le in-ring, que ça soit dans ce qui est raconté, que ça soit dans le drama, que ça soit dans le selling. Shawn Michaels, c'est parfait, franchement. Parce que on dit, ouais, in-ring, voilà, on balance 90 000 prises à la minute, les gens crient, This is awesome, clap, clap, clap. Non, ça, c'est pas le meilleur match de catch que tu puisses voir dans ta vie, en fait. Donc, Shawn Michaels, moi, je dis que lui, c'est le meilleur catcheur in-ring de tous les temps pour mon expérience de fan. Parce que le in-ring, c'est tout. Et c'est ce que je viens de vous citer là. Que ça soit dans l'exécution technique, que ça soit dans l'intensité, que ça soit dans l'émotion, que ça soit dans l'histoire racontée, Shawn Michaels, il est pratiquement intouchable sur ce domaine. Ah, et j'ai envie de te rejoindre une fois de plus. Mais oui, mais oui. Mais en tout cas, c'était. Ben, mais est-ce que tu as mieux, toi, à proposer? Est-ce que j'ai mieux que Shawn Michaels? Bah, t'as bien remarqué qu'à chaque fois que je dois parler d'une ring excellent, je prends l'exemple de Shawn Michaels parce que pour moi, c'est le GOAT. Dans le ring, c'est le GOAT. Ah oui, clairement. Je vois pas mieux que Shawn Michaels. Je vois pas mieux que. Après, il y a des catcheurs qui sont très intéressants aussi. Il y a des catcheurs devant lesquels je m'ennuie jamais En fait, par exemple, je vais te prendre un Rey Mysterio. Ouais, Rey lui Mysterio, aussi, très bon exemple, hein. Rey Mysterio, j'ai pas le souvenir de m'être déjà ennuyé devant un de ses matchs. Moi Ses non matchs plus. sont toujours intéressants. Donc, mais je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est le meilleur catcheur in-ring, mais à partir du moment où je ne m'ennuie jamais, mais jamais, peu importe qui il affronte, je ne vais jamais m'ennuyer devant ses matchs, je dois le mettre dans les meilleurs. Ah oui, clairement. Genre, si je vais faire mon rushmore basé sur mon propre ressenti, Shawn Michaels, il serait dedans, par exemple. Maintenant, Ouais, Rey Mysterio, je ne sais pas, mais Shawn Michaels, déjà, il serait en tête, hein, clairement. ouais. Shawn Michaels. Après, est-ce que d'autres Euh, bah, par exemple, typiquement, les gens aiment beaucoup les matchs de Daniel Bryan, mais moi, je suis pas un grand fan. Ouais. Je suis pas un grand fan des matchs de Daniel Bryan. Oui, c'est bien, mais parfois, je peux aussi me faire chier devant ces matchs. Ouais, je peux comprendre, hein. Donc, beaucoup le diraient, ouais, lui, tu dois le mettre, mais moi, je ne le mettrais pas, par exemple. Hmm. Ouais, ça peut s'entendre. Mais celui que je suis sûr, c'est vraiment Shawn Michaels. Shawn Michaels, pour moi, c'est le GOAT. In ring, il n'y a pas mieux. Clairement. Et je suis content de voir que tu penses la même chose que moi. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. J'ai encore plein d'autres questions que je vais garder en réserve. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura une deuxième édition avec peut-être des questions encore plus piquantes, Ah oui, encore plus compliquées. je dois me préparer à souffrir, là. Ouais. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je te laisse le mot de la fin. Ben, du coup, merci Pépé Foot hein, pour ta participation, pour ton investissement, pour me trouver des questions assez corsées, hein, voilà, qui m'a quand même fallu quand même un peu de réflexion pour répondre à la plupart, mais en vrai, ça va, c'était plutôt intéressant. Ça me challenge un peu aussi. Donc, merci à toi, merci aussi aux Catchix qui nous auront écoutés.
J'espère que je ne vous ai pas trop brusqué au vu de mes réponses, mais bon, pour la plupart, vous avez l'habitude. Donc, bon, ça ne vous choque pas plus que ça. Du coup, voilà, si manifestez-vous si vous voulez une deuxième partie, si vous voulez une nouvelle édition pour un podcast où on va essayer de me mettre dans la sauce hein, à travers les questions. Ça peut être avec Pépé Foot, ça peut être aussi avec d'autres personnes. Du coup, de toute façon, je verrai bien par rapport à comment ça avance. Du coup, je vous invite également à liker, commenter, à partager, à vous, à vous abonner aussi pour être au courant des actualités de la chaîne. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!